de réchauffement et il y a un rôle de défense de cette muqueuse. Le toit de la fosse nasale est tapissé d'une muqueuse olfactive, donc un rôle d'olfaction. Et enfin, l'auvent nasal va jouer un rôle dans l'esthétique et dans l'architecture de la face. L'interrogatoire est très important, nous y reviendrons au fur et à mesure des étiologies. Nous dirons tout simplement qu'il existe des éléments très importants à prendre en considération. Donc vous avez un patient qui vient consulter pour une obstruction nasale. Tout d'abord l'âge, parce que les étiologies vont être orientées en fonction de l'âge. Deuxièmement, la profession du patient s'il s'agit d'un patient d'âge adulte. Les antécédents, et notamment de traumatisme au niveau du massif facial, des antécédents opératoires ou ORL ou autres tels que la pathologie allergique. Quels ont été éventuellement les traitements pris par le malade, antibiotiques ou type anti-allergique, les autres facteurs associés, notamment endocriniens, les facteurs psychosociaux et l'environnement. Ça, c'est très général. Alors, sur le plan de l'obstruction nasale, ça, c'est très, très important. Vous allez demander au patient, est-ce qu'il s'agit d'une obstruction nasale qui est strictement unilatérale? Ou alors, est-ce qu'elle est bilatérale? Si elle est bilatérale, vous devez absolument savoir, est-ce que c'est une bilatérale qui est permanente? Et dans ce cadre-là, vous allez être plutôt orienté vers une cause mécanique ou tumorale. Ou alors, si elle est bilatérale à bascule, ça veut dire quoi? Le cycle nasal est fait d'un cycle de vasodilatation d'un côté et de vasoconstriction de l'autre. Nous, en temps normal, puisque nous n'avons aucune pathologie nasale, on ne sent pas ce cycle, qui est en fait toutes les 10-15 secondes. Mais en fait, pour un patient qui a une pathologie inflammatoire ou tumorale, eh bien, il est évident qu'il va vous dire c'est une obstruction que j'ai toutes les 10 secondes à droite ou à gauche, mais elle est bilatérale à bascule parce qu'elle repose sur le cycle nasal et ça vous oriente vers une pathologie inflammatoire. Donc c'est très important de savoir si c'est une obstruction nasale unilatérale, bilatérale permanente ou à bascule. Est-ce que cette obstruction nasale est d'apparition récente ou est-ce qu'elle évolue sur un monde chronique? Est-ce que cette obstruction nasale gêne le malade uniquement la nuit et elle engendre un ronflement et des troubles du sommeil? On verra tout à l'heure ça avec Fouzia. Ou alors, est-ce que c'est une obstruction nasale qui gêne le malade aussi bien pendant la journée que pendant la nuit? Et ça, c'est important. Est-ce qu'elle est isolée ou est-ce qu'elle est associée? Et dans ce cadre-là, vous allez demander tous les signes rhinologiques que nous, on encadre dans un score qui est dit paréo. Ça veut dire, tout simplement, est-ce qu'il existe un prurite? Le prurite va vous orienter, bien sûr, vers une origine allergique. Est-ce que c'est un prurite nasal, auriculaire, palatin au niveau du palais, oculaire? Est-ce qu'il existe des troubles de l'odorat associés, et notamment à type d'anosmie? La rhinorrhée, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle est antérieure ou postérieure? Est-ce que cette obstruction est associée à des éternuements épisodiques ou en salve? Et enfin, l'obstruction nasale. Quels sont les autres signes que vous devez rechercher absolument? Est-ce qu'il existe des céphalées? Est-ce que c'est simplement des algies au niveau de la face, une toux, une dyspnée, une gêne respiratoire, un écoulement, etc. Ceci est important. Alors, dans le cadre de la symptomatologie associée, il me paraît important de discerner la rhinorrhée. La rhinorrhée, c'est quoi? C'est un écoulement nasal. Lorsque cette rhinorrhée est évocatrice de rhinite allergique, eh bien, elle est purement aqueuse et elle survient après une salve d'éternuement. C'est de l'eau. Le malade ne se mouche pas en général spontanément, c'est antérieur, il se mouche après une salve d'éternuement. Lorsque par contre vous avez des sécrétions qui sont épaisses et que la rhinorrhée est unilatérale, antérieure, cela évoque bien sûr une cause infectieuse locale. Lorsque cette rhinorrhée est postérieure, ça veut dire quoi? Le malade vient chez vous, par exemple, et il vous dit « Je ne respire pas d'un côté ou des deux côtés, et tous les matins, quand je me réveille, j'ai des sécrétions qui me collent derrière la bouche. » Vous mettez la baisse-lampe et vous voyez la rhinorrhée postérieure. Eh bien, celle-ci, elle peut être évocatrice d'une pathologie inflammatoire ou d'une pathologie tumorale ou d'une pathologie infectieuse. Comme quoi, votre interrogatoire est très important
parce qu'il va vous permettre de vous orienter vers le diagnostic. Alors l'anosmie, le trouble de l'odorat n'existe pas dans la rhinite allergique. Ça existe quand vous avez une pathologie inflammatoire chronique, type polypose nasosinusienne. Ça n'existe pas en cas de tumeur. Et donc, moralité, quand le patient vous dit « j'ai une obstruction nasale bilatérale à bascule associée à des troubles de l'odorat », vous allez oublier peut-être la tumeur, très probablement, et une cause inflammatoire. La douleur. J'insiste pour la douleur. Fouzia le dira tout à l'heure aussi. Il y a deux types de douleurs en fait qui sont rattachées au nez et au sinus. Soit que vous avez une douleur qui est positionnelle, et ça le malade le décrit très bien, parce qu'il vous dit je sens que ma tête va éclater. Ah, donc il y a une participation sinusienne et qui plus est d'allure infectieuse. Par contre, quand le malade vous dit je me réveille le matin, j'ai horriblement mal à la tête, céphalée matinale, eh bien ça évoque plutôt un ronflement simple, et vous y en parlera tout à l'heure. Il y a une mauvaise ventilation, il y a des fosses nasales qui sont bouchées. On ne sait pas pourquoi, puisqu'on va faire l'examen. Et bien dans ce cadre-là, vous vous dites, eh bien vraiment, ce malade a une obstruction nasale qui le gêne le soir. Alors l'obstruction nasale, cette obstruction, quand elle est unilatérale, il y a essentiellement deux causes à rechercher. La tumeur ou un corps étranger, surtout chez l'enfant. Lorsqu'elle est à bascule, pathologie inflammatoire. Et enfin, lorsqu'elle est permanente et isolée, ça peut être aussi une rhinite vasomotrice, on va y revenir tout de suite. Alors là, je vais vous montrer des vues endoscopiques, mais je vous dirai tout à l'heure quand est-ce que vous devez passer la main et demander à l'ORL de faire une endoscopie nasale. Là, vous avez une obstruction nasale qui est unilatérale droite. Et vous mettez votre spéculum nasal, eh bien, vous avez la raison de votre obstruction nasale unilatérale, c'est cette déviation du septum. D'accord? Très bien. Là, vous avez un patient qui vient vous dire « j'ai une obstruction nasale bilatérale, mais elle est permanente. Elle n'a rien à voir à un bascule. » Eh bien, là, vous êtes obligé de faire une endoscopie nasale parce que le spéculum ne vous montre rien. Et quand vous réintroduisez votre optique, vous voyez qu'il y a une énorme tumeur du cavum qui comble les deux coanes, les deux orifices postérieurs des fosses nasales. C'était un lymphome. Chez l'enfant, eh il est évident, cause d'obstruction nasale avec respiration nocturne, buccale nocturne, c'est bien sûr l'hypertrophie adénoïdienne des végétations. Alors, cette image-là va vous montrer quoi? Vous avez un spéculum nasal, vous avez un patient qui se plaint d'une obstruction nasale bilatérale, dans ces deux cas. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous mettez votre spéculum, vous avez la cloison, et vous avez ici le cornet inférieur. Vous voyez que ce sont deux cornets qui sont volumineux, mais en fait, c'est deux causes différentes. Là, ça évoque plutôt la rhinite allergique, vous avez des sécrétions qui sont aqueuses, vous avez une muqueuse qui est très inflammatoire, et là, vous avez une muqueuse qui est tonique, qui est recouverte de l'acide veineux. C'est une rhinite vasomotrice, où le malade ne se plaint que d'un symptôme, mais qui est bilatérale, c'est l'obstruction nasale. Et une dilatation des plexus caverneux, des vaisseaux, au niveau de ces cornets inférieurs. C'est des malades en général. Vous pouvez tenter une corticothérapie nasale. Si ça ne va pas, il faut l'envoyer à l'ORL pour réduire le volume du cornet inférieur. Ce n'est pas une tumeur. Alors ici, vous avez une cause d'obstruction nasale. C'est bien sûr cette déviation de cloison postérieure haute qui va venir obstruer la fosse nasale et en particulier en regard du méa moyen, donc en regard de carrefour de drainage des sinus. Alors quand vous avez une obstruction nasale, vous devez faire un examen clinique rhinologique. Tout d'abord, vous allez faire une inspection. L'inspection, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rechercher une déviation de la pyramide nasale, ce que vous voyez, le profil nasal. Et vous devez également rechercher ce fameux nez qui est dit pincé, parce que la valve nasale qui se trouve à l'entrée de la fosse nasale va être réduite. Alors comment vous faites l'examen de la valve nasale? Quand le malade vous dit j'ai une obstruction nasale et que vous voyez qu'il a un nez pincé, de toute façon l'examen de la valve est obligatoire, d'accord? Vous avez un geste qui est très simple.
vous écartez le sillon nasogénien. S'il vous dit « je respire mieux », eh bien c'est qu'il a un problème au niveau de la valve nasale. Et en général, c'est des malades qui ont été multi-opérés pour une chirurgie esthétique au niveau d'une rhinoplastie. Il y a une réduction de la valve nasale et c'est très difficile à traiter. Alors, avant la palpation, vous avez un élément aussi qui est très important que vous allez devoir tous faire. Le malade va venir, il va vous dire « j'ai une obstruction nasale ». Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fermer une narine et vous allez lui demander de souffler avec un miroir. D'accord? Lorsqu'il a un signe de la buée qui est aussi important, il n'y a pas vraisemblablement d'obstruction nasale importante. Et vous faites le même geste de l'autre côté, on parle de rhinohygrométrie. Alors bien sûr, ensuite, une fois que vous avez objectivé avec le test au miroir, avec le diamètre de la buée, eh bien vous allez palper pour rechercher des points douloureux éventuels. Alors nous, l'endoscopie nasale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un examen magique qu'on fait tous les jours, qu'on fait pour tous les malades, car grâce à l'optique, cet examen va nous donner la raison de cette obstruction nasale. Mais vous, dans votre exercice quotidien, on va passer en revue toutes les étiologies de l'obstruction nasale. Ceci dit, quand est-ce que vous devez envoyer votre malade pour une endoscopie nasale? Ça, c'est important. Lorsque la rhinorrhée est unilatérale, qu'elle est postérieure, qu'elle est infectée, pour rechercher une cause locale, et notamment au niveau des sinus postérieurs qu'on ne voit pas avec le spéculum, et notamment le sphénoïde. Lorsque l'obstruction nasale est unilatérale, ça, il ne faut pas passer à côté d'une tumeur. Soit nasale, soit sinusienne, soit au niveau du cavum. Lorsque l'obstruction est totale, non abasculée, ça aussi c'est une tumeur du cavum jusqu'à preuve du contraire. Lorsque vous avez un trouble de l'odorat et que vous entrez votre spéculum, qu'il n'y a pas de polype, ça peut être une tumeur qui est située au niveau du seuil olfactif. La douleur lorsqu'elle est positionnelle, que vous avez donné un traitement antibiotique et que ça n'a pas répondu, donc ça risque d'être une forme de sinusite mycotique qu'il faut prendre en charge sur le plan ORL. Et enfin, lorsque vous avez un patient qui a une rhinite allergique, vous l'avez traité et vous l'avez revu après 4 semaines de traitement et qu'il ne répond pas à son traitement, donc il y a probablement une autre raison pour son obstruction nasale. Alors, je passe devant les examens complémentaires, parce que ça c'est du domaine de la spécialité. Je dirais tout simplement que vous devez faire 2 tests, et qui sont très faciles. La manœuvre de Cotton, c'est celle dont je viens de vous parler. Vous écartez la valve nasale avec un coton-tige ou en écartant le sillon nasogénien, et cela vous permet de statuer la valve si elle est fonctionnelle, si elle n'est pas étroite ou pas. Et vous avez le test au vasoconstricteur. Vous avez un malade qui a une obstruction nasale. Vous avez un flacon d'otrivine, d'accord, dans votre cabinet. Vous vous dites peut-être qu'il y a une pathologie de la muqueuse inflammatoire. Vous pouvez très bien mettre 2 gouttes d'otrivine dans chaque fosse nasale. Et vous attendez 10 minutes. Si le malade vous dit « je respire mieux », il y a probablement une cause inflammatoire, allergique ou non allergique. S'il n'y a absolument aucune amélioration, et encore mieux si l'obstruction nasale est unilatérale, attention, c'est une tumeur jusqu'à preuve du contraire. Alors, on va parler des tumeurs. Et rapidement, je vais vous dire que bien sûr, l'examen de choix devant une obstruction nasale, unilatérale surtout, ou bilatérale permanente, c'est bien sûr le scanner. Alors, sûrement pas le blondeau, puisque le blondeau ne sert à rien, vous le savez tous. Et que, pourquoi il ne sert à rien? C'est parce que d'abord, il ne montre que les sinus antérieurs, à savoir le maxillaire, l'ethmoïde antérieur et le frontal, non pas les sinus postérieurs. Il n'y a aucune vue sur le cavum. Et une opacité peut être d'origine infectieuse, peut être d'origine tumorale, peut être du sang, peut être un corps étranger ou autre. D'accord? Et donc, moralité, méfiez-vous du blondeau, c'est un blondeau qui ne sert à rien. D'accord? Surtout si c'est chronique, vous êtes en droit de demander un scanner. Alors, pour la pathologie tumorale, vous devez demander une injection de produits de contraste. Sinon, pour tout le reste, c'est un scanner qui se fait en coupe coronale et axiale sans injection
de produits de contraste. Et on parle bien sûr d'endoscopie virtuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas l'optique, c'est une endoscopie par imagerie. Alors, dans le cadre de l'IRM, on la demande essentiellement dans deux indications. C'est lorsque le scanner a montré qu'il existe une tumeur, et donc vous êtes obligé de faire une IRM pour voir la composante inflammatoire de la composante tumorale, puisque vous devez opérer votre malade, et dans le cadre des complications qui sont engendrées par les sinusites ou par l'extension tumorale. Alors, quels sont les signes évocateurs de malignité? Je vais aller rapidement. C'est les lésions nasocinusiennes unilatérales, pas toujours, mais surtout quand il y a une lyse osseuse, quand il y a une extension en tissu mou, ou lorsqu'il existe une nécrose tumorale ou des métastases ganglionnaires. Alors là, je vais vous exposer un cas clinique, d'accord? Obstruction nasale unilatérale. Vous voyez bien, vous avez ici une fosse nasale droite, la cloison, et vous avez le cornet moyen. Est-ce que ici vous êtes en droit de dire quel type de tumeur? Est-ce que c'est une tumeur d'abord? Vous avez un gros cornet moyen. Ça peut être tout simplement une pneumatisation exagérée. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez ici, il n'y a pas de forme ulcéro-bourgeonnante, on n'est pas en droit de dire qu'il y a une tumeur. Il y a une hypertrophie du cornet moyen droit. Qu'est-ce que vous allez faire? Unilatérale, hein, pas bilatérale. Et le malade vient, il vous dit j'ai une obstruction nasale unilatérale droite. Qu'est-ce que vous allez faire? On va demander si c'est chronique. Oui, parfaitement. Et une fois qu'il vous a répondu dans ce cas que c'est chronique, ça évolue depuis plus de 3 mois, qu'est-ce que vous allez faire? Parfaitement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de la fosse nasale droite, vous avez une énorme masse, qui empiète carrément sur la paroi interne de l'orbite, d'accord? Et c'est pourquoi je vous disais ça, c'est parce que automatiquement, vous avez une obstruction nasale unilatérale, que vous ayez l'optique ou pas, vous êtes obligé de faire une endoscopie nasale, mais vous devez obligatoirement également faire le scanner pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe. Parce que parfois, on a des hypertrophies inflammatoires du cornet moyen qui n'ont rien de tumoral. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'était une tumeur bénigne, c'était une tumeur kystique, c'était une mucocèle. Donc, obligatoire, complémentarité, endoscopie et imagerie. Ici, c'est la même chose, c'est un autre cas d'une obstruction nasale unilatérale totale à droite, énorme cornet moyen, c'était une mucocèle du cornet moyen. Tumeur bénigne. Qu'est-ce que vous avez ici? Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez une fosse nasale droite, d'accord? Ok. Vous avez le corne inférieur, le cornet moyen, et là, qu'est-ce que vous avez? Une tumeur, une tuméfaction polypoïde. Pourquoi? Parce qu'on fait l'endoscopie nasale de l'autre côté, il n'y a rien. On complète par le scanner, on voit bien que tous les sinus sont pris à droite, mais qu'à gauche, il n'y a rien. Donc ce n'est plus un polype, ce n'est pas une polypose, parce que la polypose est bilatérale, c'est une tumeur polypoïde, c'était un papillome inversé. Alors, autre cas clinique, c'est une patiente âgée de 53 ans qui présente une épistaxis récidivante gauche depuis 1 an et qui est associée depuis 6 mois à une obstruction nasale unilatérale gauche. On fait une endoscopie nasale, on trouve un processus bourgeonnant. Ça veut dire qu'il n'est pas sous-muqueux. Ça veut dire que c'est une tumeur. Ce n'est pas une tumeur du cornet moyen, c'est une forme bourgeonnante. D'accord? Pourquoi j'écris ce malade-là? C'est parce que 6 mois avant, elle avait fait des épistaxis unilatérales. D'accord? Et cette malade-là n'a jamais été examinée et n'a jamais eu de bilan radiologique. Ok. On fait un bilan scanographique. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous avez une tumeur avec une tumeur. C'est une opacité. D'accord? Mais là, vous devez opérer cette malade. Obligatoire. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez l'opérer? Vous ne pouvez pas le faire uniquement au vu de ce scanner, parce qu'il y a une composante rétentionnelle également, qu'on voit très bien sur cette coupe scanographique. Vous avez la tumeur ici, vous avez la rétention ici. Donc vous êtes obligé de compléter par une IRM. D'accord? Et au niveau de l'IRM, eh bien, vous voyez plusieurs éléments, que vous avez une tumeur qui est énorme, qui naît au niveau du seuil olfactif, et là vous avez une composante rétentionnelle.
ça vous oriente déjà vers le type histologique de la tumeur. Et effectivement, c'était un neuroblastome olfactif. D'accord? Ça, c'est une patiente qu'on a reçue aux urgences. D'accord? Elle est venue en ophtalmo pour un abcès lacrymal droit. Mais on a vu quand même qu'il y a un élargissement du canthus. C'est bizarre. Très bien. Quand le médecin la voit, l'ophtalmo, il demande à l'ORL de la voir. Il pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une obstruction nasale unilatérale qui évolue depuis plus de 3 mois, associée à un écoulement nasal purulent à droite. D'accord? Cette malade n'a jamais fait l'objet d'un examen clinique. Aux urgences, bien sûr, on draine l'abcès lacrymal, avant et après drainage. On fait une endoscopie nasale, on ne peut même pas faire rentrer l'optique. Vous avez une énorme tumeur qui obstrue toute la fosse nasale droite. Impossible de faire rentrer l'optique. Voilà le scanner. Énorme tumeur de la fosse nasale droite qui obstruait le canal lacrymal droit. D'accord? Et donc, moralité, cette patiente-là avait une dysplasie fibreuse. Alors, à côté de la pathologie tumorale, obstruction nasale unilatérale, vous avez les anomalies architecturales. Ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce fameux syndrome de la valve nasale dont je vous ai parlé. C'est une malade qui a été opérée pour une rhinoplastie et qui, le chirurgien, a pris un peu trop de cartilage et donc, maintenant, vous avez une réduction de l'orifice narinaire avec un déficit de la valve nasale. Dès qu'on lui écarte les narines, eh bien, la malade respire mieux. C'est une obstruction nasale d'origine mécanique. Ici, vous avez aussi, on le voit souvent, des malades qui viennent pour une obstruction nasale, unie ou bilatérale. Vous ne rentrez même pas le spéculum parce qu'il y a une sténose antérieure. Et il faut se méfier, quand vous avez à côté une muqueuse qui est sale, c'est souvent des signes indirects de tuberculose nasale. Alors, les déviations de cloison, vous les connaissez. Lorsqu'elles sont antérieures, comme celle-ci, on les voit très bien au spéculum nasal. Quand elles sont postérieures, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on les voit en endoscopie et le traitement est purement chirurgical. On passe. Alors, les anomalies muqueuses. Il n'y a pas 90 000 anomalies muqueuses. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas des patients qui viennent et qui vous disent j'ai une obstruction nasale unilatérale. Ce n'est pas vrai. C'est une obstruction nasale bilatérale à bascule. Et c'est très important que vous le sachiez. Vous faites votre test au vasoconstricteur, vous avez une amélioration nette. C'est une pathologie inflammatoire. D'accord? Très bien. Qu'est-ce que ça peut être comme pathologie inflammatoire? L'interrogatoire est absolument essentiel. Pourquoi? Parce qu'il va vous orienter vers l'origine allergique, vers l'origine œdémateuse, voire la polypose nasosylvienne. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est des patients différents, bien sûr, qui viennent consulter pour une obstruction nasale bilatérale à bascule, donc d'origine muqueuse, d'origine inflammatoire. Ici, vous avez une fosse nasale droite, cloison, cornée inférieure. Énorme, volumineux. L'air ne rentre pas. Vous avez une muqueuse qui est pâle, il y a de l'œdème, c'est entre guillemets typique de la rhinite allergique. Et ça, vous faites votre diagnostic tout seul au spéculum nasal. Mais ce n'est pas un diagnostic au spéculum, c'est l'interrogatoire. Là, qu'est-ce que vous avez? Fosse nasale, d'accord? Vous avez un énorme cornet moyen. Ce n'est pas une rhinite allergique. Et là, c'est une muqueuse qui est pré-polypoïde. Vous interrogez votre malade, il a des troubles de l'odorat. C'est un stade pré-polypose nasosylvienne, parce que de l'autre côté, vous allez voir la même chose. Quand l'obstruction nasale est unilatérale, lorsque vous avez une rhinite vasomotrice obstructive, c'est-à-dire que le seul signe clinique est une obstruction nasale, que vous avez traité votre malade par corticothérapie nasale et qu'il ne s'est pas amélioré, à ce moment-là, il faut l'adresser pour une turbinectomie, soit inférieure quand il s'agit du cornet inférieur, soit moyenne quand il s'agit du cornet moyen, comme les malades précédemment décrits. Qu'est-ce qu'on fait nous? On coupe une partie de la tête, du corps et de la queue pour améliorer le flux aérien, pour que le couloir aérien qui est la fosse nasale soit rétabli. Alors, je vais rapidement
uniquement parler de la rhinite allergique, puisque Fouzier en parlera très probablement tout à l'heure. C'est pour vous dire que le bilan allergologique, chez nous, ce n'est pas les tests sanguins. Chez nous, c'est le bilan allergologique, les tests cutanés. Alors, les plumes allergènes, je passe parce que Fouzier va en parler. Je dirais tout simplement qu'à l'heure actuelle, vous avez de nouveaux plumes allergènes, les chlores de piscine, les plantes d'intérieur, notamment le ficus. Il est évident que la classification ARIA actuelle est très importante parce qu'elle n'est pas basée sur la pollinisation, puisque la pollinisation peut avoir lieu durant toute l'année, mais elle est basée essentiellement sur la durée des symptômes et sur l'impact de ces symptômes sur la qualité de vie du patient. Autre type d'obstruction nasale bilatérale à bascule d'origine inflammatoire, c'est bien sûr la polypose nasosinusienne. Et j'insiste pour dire que la polypose nasosinusienne, c'est un diagnostic bilatéral. Quand vous trouvez des polypes dans une seule fosse nasale, c'est une obstruction nasale unilatérale et c'est une tumeur polypoïde et non pas une polypose nasosinusienne. Alors la meilleure prévention de la polypose nasosinusienne, qu'elle soit isolée, associée à un asthme rentrant dans le cadre du ferment vinal, c'est bien sûr de traiter vos malades qui se plaignent d'obstruction nasale bilatérale à bascule associée à des troubles de l'odorat par une corticothérapie nasale. Dernière cause muqueuse, eh bien, c'est bien sûr les formes où vous avez des patients qui se plaignent de toute la sphère ORL. Œdématopurulente, ils se mouchent des deux côtés, ils ont une obstruction nasale bilatérale, ils ont une otite séromuqueuse, ce sont des patients qui ont une toux, qui crachent, c'est une maladie de la muqueuse respiratoire et c'est des malades en général qu'il faut traiter par antibiothérapie au long cours. Dernières anomalies muqueuses, c'est des patients, quand vous voyez, vous placez votre spéculum nasal, ils ont une obstruction nasale bilatérale, mais attention, ils ne viennent pas pour l'obstruction nasale. Ils viennent pour les épistaxis, ils viennent pour le rhinorrhée qui est sale, ils viennent pour l'odeur qui est dégueulasse, ils viennent pour tous les signes, sauf l'obstruction nasale qui leur paraît absolument insignifiante par rapport à ces épistaxis et à cette rhinorrhée. Vous mettez votre spéculum, vous voyez des sécrétions qui sont pâles, collantes, qui sont sales, avec des croûtes. Il faut penser à la sarcoïdose, au Wegener, d'accord? Sarcoïdose, vous avez ces nodules granulomateux, et à la tuberculose, entre autres. Enfin, dernière obstruction nasale, cause d'obstruction nasale, c'est lorsque vous avez une obstruction nasale séquelle de la chirurgie, et notamment de la chirurgie endonasale. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez soit des synéchies, perforation septale, et vous avez un collapsus valvaire, c'est-à-dire la valve nasale. Mais il y a un syndrome que vous devez connaître, et qui est véritablement iatrogène, c'est lorsque nous coupons les cournées inférieures et qu'on coupe tout le cornet inférieur, ce qui est absolument impensable. Quand on doit couper un cornet moyen, dans le même temps opératoire, ne pas couper le cornet inférieur du même côté. Quand vous coupez les cornets inférieurs, il ne faut pas couper tout en totalité, parce qu'après, qu'est-ce qui arrive sur le plan physiologique? Le malade était habitué à une obstruction nasale bilatérale. Il avait un flux aérien qui était très réduit. Sur le plan physiologique, il s'est habitué. Du jour au lendemain, vous lui coupez tout le cornet, vous rendez des couloirs aériens énormes. Et donc l'air entre en quantité énorme et il y a quoi? Il a une rhinite croûteuse. Il commence à avoir des céphalées. Il peut même se dire qu'il a une obstruction nasale subjective et c'est des malades qu'il est très très difficile de traiter. Il y a même un contexte psychologique qui est très particulier. Donc la prévention. La prévention, c'est de ne pas trop couper. En conclusion, devant un nez bouché, la première question à poser, est-ce que l'obstruction est unilatérale ou bilatérale? Lorsqu'elle est unilatérale, il faut éliminer la tumeur. Lorsqu'elle est bilatérale à bascule, c'est une pathologie inflammatoire. Lorsqu'elle est, il faut absolument une endoscopie nasale au moindre doute et toujours traiter en fonction de l'étiologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Spalli. Toujours et comme d'habitude, des présentations de haut niveau, présentations claires, structurées, simplifiées, clarifiées, qui répondent vraiment à nos attentes en tant que médecin généraliste. Franchement, on est un peu pris par le temps, vu qu'il y a la prière du vendredi. On va prendre quelques questions. Oui, je passe là.
Bonjour. S'il vous plaît, pour un enfant qui est asthmatique et à l'examen, il ne présente cliniquement donc un enfant asthmatique présente un asthme pas vraiment sévère, mais de 4 5, dans l'âge de 4 à 5 ans, qui ne présente pas de renflement. Et juste de l'ignorer, mais surtout s'il est asthmatique. Est-ce qu'il y a une indication de la chirurgie d'enlever les polypes à titre préventif? Parce qu'on dit qu'un enfant asthmatique, il a forcément des polypes associés. Même s'ils sont, quand il a fait le blanc d'eau, on a trouvé vraiment que c'est minime. Est-ce qu'il y a une indication de les enlever? Ou bien, est-ce qu'il y a des conséquences si on fait l'exérèse? C'est quoi votre réponse? Alors moi, je vais vous dire, un enfant qui a 4 ou 5 ans, asthmatique, Il ne rentre pas. asthmatique, ne peut pas avoir de polypes. La polypose, les polypes chez l'enfant, quand ils sont bilatéraux, la polypose nasocinusienne chez l'enfant, elle est pathologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas, non? S'il y a une polypose nasocinusienne à cet âge-là, il faut absolument rechercher la mucoviscidose. Ce n'est pas normal. Un enfant asthmatique n'a absolument jamais de polype au niveau de la fosse nasale. Et même, il faut reconsidérer le diagnostic de son asthme. Il faut véritablement faire un dosage, une recherche de la mutation du gène CFTR. Et l'endoscopie s'avère importante parce que je ne comprends pas. Qui a pu parler de polype? Ils n'ont pas fait d'endoscopie, juste le blanc d'eau. Vraiment. Alors écoutez, d'abord, ne plus faire de blanc d'eau chez l'enfant. C'est très irradiant. Ensuite, je vais vous dire ce qui a dû arriver. L'ORL n'a pas fait d'endoscopie et il a voulu l'opérer. Il a dit que sur le blanc d'eau. Alors écoutez, je vais vous dire. D'abord, le blanc d'eau à l'âge de 4-5 ans, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la pneumatisation sinusienne, les enfants naissent uniquement avec l'ethmoïde. Ce n'est qu'à partir de l'âge de 4-5 ans que vous allez avoir une pneumatisation du sinus maxillaire. Donc, moralité, si cet enfant a fait un blanc d'eau à l'âge de 4-5 ans et que ces sinus maxillaires ne sont pas pneumatisés, ça va être opaque. Et donc, on va se dire, ah, il y a quelque chose, alors que l'enfant, il n'a même pas de sinus maxillaire. Donc, moralité, c'est impossible. On ne peut pas avoir de polypose nasocinusienne à l'âge de 4-5 ans chez un enfant. Donc, pour moi, je vais vous dire, la rhinorrhée doit être très probablement en rapport avec des végétations adénoïdes, sans obstruction nasale. Il faut probablement rechercher cet enfant une otite séromuqueuse ou autre, et il faut faire une endoscopie nasale. Il ne plus jamais faire de blanc d'eau pour les enfants. Si jamais il y a des végétations, est-ce qu'il faut les opérer? Non, si l'enfant ne ronfle pas, s'il n'y a pas d'otite séromuqueuse, s'il n'y a pas d'atteinte de l'audition, il faut le laisser tranquille. Alors, pardon, merci Léla. Je voulais juste peut-être rectifier quelque chose. Est-ce que c'était un blanc d'eau ou une radio de cavum de profil qu'on a demandé? Parce que généralement, les ORM, quand c'est des enfants en bas âge, ils demandent, pour assurer les parents et leur dire, voilà, il y a un paquet de végétation, ils demandent une radio de cavum de profil. Donc c'était bien un blanc d'eau. Merci beaucoup, professeur, pour la qualité de la présence, très didactique. Alors, une question du rapport entre les céphalées faciales et l'obstruction nasale dans les rhinites allergiques. Est-ce que là, il peut expliquer des agies faciales aveigantes, des céphalées aveigantes, comme mettre symptômes plutôt que l'obstruction nasale? Alors, écoutez, je pense que vous y avez en parlé, mais ceci dit, quand il y a rhinite allergique, en fait, c'est des céphalées. Algie faciale, c'est vraiment, pour moi, je préfère parler d'algie faciale quand il y a des algies type névralgie, algie vasculaire de la face, et donc on va dire céphalée. Dans le cadre de la rhinite allergique, vous allez avoir deux types de céphalées. Céphalée en rapport avec une sinusite associée à la rhinite allergique, parce que ce n'est pas une sinusite d'origine allergique, donc c'est aigu en général, et c'est des malades donc qui se plaignent vraiment de douleur plutôt que de céphalée. Et la céphalée, quand il y a une rhinite allergique sur un fond surtout matinal, il faut se dire que c'est des gens qui respirent la bouche ouverte la nuit. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. D'accord? Une autre question? La dernière.
merci professeur pour la qualité de la présentation. Juste une simple question du côté pratique pour les gens qui sont des adultes atteints de rhinite allergique. La durée maximale de la prise des antihistaminiques. Parce que c'est des patients, dès qu'ils arrêtent, ils ont une reprise, surtout pour la saison d'hiver ou le pas. Est-ce qu'ils peuvent prendre par exemple au-delà de 60 jours parce qu'ils n'ont pas une autre alternative à part le traitement? Merci. Écoutez, je pense que ma voix porte un peu. Je vais vous dire, pour les gens qui ont besoin d'antihistaminiques, l'on court dans le cadre de la rhinite allergique documentée, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont eu quand même des tests cutanés, on sait quels sont les plumes allergènes pour lesquels ils sont sensibilisés. Ils ont besoin d'antihistaminiques quand c'est des gens qui continuent à éternuer, à se moucher, à se gratter les yeux, le palais dur, les oreilles, etc. Ces gens-là, vous ne pouvez pas arrêter l'antihistaminique tant qu'ils sont gênés. Je peux vous dire que j'ai des malades qui sont sous antihistaminique pendant des années et des années, d'accord? Parce qu'en plus, ils ont un dermographisme. Dès qu'ils prennent un sachet en plastique, ils ont des plaques cutanées et tout, vous ne pouvez pas arrêter l'antihistaminique. Et il n'y a pas de risque, d'accord? Bon, ceci dit, on parlera des symptômes tout à l'heure et on dira quel traitement avec quels symptômes.